Bonjour et bienvenue sur Les Numériques pour ce nouveau numéro de Jeudi Pro que nous sommes ravis de passer en compagnie de Perlin Pasco, cofondateur et de CEO d'Agriconomie. Bonjour Perlin. Bonjour. Et bonjour à Marco qui est également présent avec nous pour cette interview. Bonjour. Alors Perlin, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est Agriconomie ? Alors Agriconomie, c'est une plateforme en ligne qui permet aux agriculteurs d'acheter plus simplement et au meilleur prix tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Donc en quelques clics sur agriconomie.com, ils peuvent acheter leurs engrais, leurs semences, leurs pièces détachées, la nutrition pour leurs animaux, l'acheter à un prix juste et être livré directement dans leur ferme. Donc ça leur fait économiser du temps et de l'argent. Et ça, c'est le premier modèle qu'on a créé chez Agriconomie qui nous a permis aujourd'hui d'avoir plus de 100 000 clients agriculteurs en France, donc près de 30% des agriculteurs français comme clients, et presque 80% des agriculteurs français comme utilisateurs de la plateforme. Vous marchez comme une marketplace ? Alors on a un modèle sur la partie supply chain qui est assez proche de la marketplace, parce qu'on a du dropship, on a également du cross-dock et on a un petit peu de stock. Et on a un modèle pur retail en termes de facturation, parce qu'on facture tous nos clients. Okay. Alors du coup, quand on se balade sur votre site, on voit qu'il y a de l'engrais, il y a des produits phytosanitaires, il y a des pneus de tracteur, il y a des machines, il y a des outils pour divers et variés. C'est quoi les produits stars d'Agriconomie ? Est-ce qu'on peut dresser un top 3 des produits les plus vendus ? Alors c'est compliqué de vous répondre, hein. On fait 5 métiers à la fois, on vend des intrants, mais on vend de la pièce détachée, on vend de l'équipement, on vend de la nutrition, l'élevage, donc on touche tous les agriculteurs, les éleveurs, les polyculteurs, et je peux pas vous parler d'une catégorie en particulier. On couvre vraiment tout le spectre. Et une ferme, la ferme France achète en moyenne pour 30 milliards d'euros par an. Donc on a vraiment une multitude de produits. Et notre objectif, c'est de couvrir 100% des besoins de l'agriculteur, qui puisse trouver en ligne 100% de ce dont il a besoin sur son exploitation, en allant du top tail au long tail, vraiment lui permettre d'avoir toute la couverture de produits qu'il souhaite au meilleur prix et qu'on puisse le livrer directement chez lui. Et ce à quoi on s'est attaqué en 2014-2015 quand on a lancé la société, c'était des oligopoles de marché, une certaine opacité sur les produits avec des agriculteurs qui n'avaient pas accès à tous les produits, avec des exclusivités de marché, qui n'avaient pas accès au meilleur prix, ou encore très compliqué d'aller comparer les prix, parce qu'il y avait très peu d'acteurs. Donc ce qu'on a essayé on s'est battu pour créer cette transparence et pour leur permettre d'acheter vraiment tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation sur un seul et même site. Et par rapport à ces oligopoles, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore votre principale concurrence, ou est-ce qu'elle se trouve plutôt du côté d'Amazon ou de Facebook Marketplace, où j'imagine qu'il va y avoir aussi de la vente des produits que vous vendez aussi ? Alors aujourd'hui, on est toujours en compétition avec nos confrères physiques, qui sont les coopératives et les négoces, avec qui on travaille et on se bouscule sur le terrain pour réussir à créer le plus de valeur pour nos clients. Donc nos principaux concurrents restent les acteurs physiques. Mais aujourd'hui, on a 2 nouvelles activités chez Agriconomie qui nous permettent aussi de travailler avec nos confrères sur le terrain, de travailler avec les coopératives et les négoces. On a une deuxième activité qu'on appelle Data Ads chez Agriconomie, où là, on fait du marketing research grâce à toute la donnée qu'on récolte sur le marché, sur les agriculteurs. Donc évidemment, ce sont des données qui sont anonymisées et qui respectent la RGPD. Et on fournit une partie de ces données aux agriculteurs pour leur permettre de prendre des meilleures décisions au meilleur moment, notamment sur leurs achats. Et on aide nos fournisseurs et les coopératives à mieux comprendre leur marché également, et ça c'est de la donnée qu'on leur vend, qu'on commercialise. Donc c'est un autre business model qu'on a chez Agriconomie et qui est très complémentaire avec ce qu'on fait en e-commerce entre guillemets, en e-procurement. Vous êtes combien au total à travailler pour Agriconomie ? On doit être une soixantaine. Et pour quel chiffre d'affaires annuel ? On va faire cette année 56 millions. J'avais cru voir que l'année dernière, vous étiez proche de la rentabilité. Est-ce que vous êtes encore plus proche aujourd'hui ? Oui, c'était le sujet. On voulait aussi montrer qu'on était une entreprise résiliente et que dans ce secteur, notamment avec le Covid qui est arrivé, beaucoup d'enjeux de BFR dans les fermes et aussi chez tous les distributeurs du secteur agricole, on était une entreprise qui pouvait tenir et prouver sa rentabilité, ce qu'on a fait. Alors par rapport à votre activité, nos voisins de bureau de ZDNet avaient une question pour vous. Dans le monde du e-commerce, les grands avantages pour les clients, ce sont les prix et peut-être aussi la réactivité des e-commerçants vis-à-vis des commandes. En revanche, dans le monde du commerce traditionnel et surtout sur le secteur agricole, il y a quand même toute une notion de conseil et de suivi des clients qui est très importante. Comment est-ce que vous faites pour assurer ce conseil de proximité tout en étant un acteur du e-commerce ?
Alors, on a, nous, toute une équipe qui répond au téléphone quotidiennement à nos clients et qui répondent à leurs questions, qui sont challengés sur certains produits. Alors nous, on ne va pas prodiguer du conseil, on va essayer de donner un maximum d'informations à l'agriculteur pour qu'il puisse prendre ses décisions, mais c'est certain qu'on ne pourra jamais remplacer le technicien de la coopérative ou le conseiller indépendant qui a ses bottes, lui, et qui va accompagner l'agriculteur à prendre des décisions sur ses traitements notamment. Donc on n'aura jamais ce rôle-là. Par contre, on veut avoir un rôle d'apporter de l'information à l'agriculteur, de lui redonner tout ce qu'on peut lui redonner pour que lui prenne les décisions comme un vrai chef d'entreprise. Mais oui, on n'aura jamais la proximité qu'ont les distributeurs sur le terrain. On ne se bat pas sur les mêmes sujets, même si chez Agriconomie, on a aujourd'hui des collaborateurs sur le terrain qui créent et qui animent des communautés et qui sont là pour aller voir nos clients. Donc on a des voitures Agriconomie qui tournent dans les fermes. Et juste avant d'arriver dans vos bureaux, j'ai Antoine Violette qui s'occupe du nord de la France qui m'a appelé, qui avait un problème avec sa voiture. Donc non, on a des gars sur le terrain aussi. Ouais. Que des gars. J'espère qu'on aura des filles bientôt. Alors vous luttez aussi contre les idées préconçues, et notamment en disant que l'agriculteur est parmi les professionnels les plus digitalisés, les plus connectés en France. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et comment est-ce que vous expliquez que ce métier fasse partie des plus connectés ? La réponse est très simple. C'est un métier très complexe où on a beaucoup d'éléments extérieurs qui interfèrent. La météo, les cours et marchés, ce qui se passe à 90 km, les enjeux géopolitiques dans certains pays qui font monter. Là, on le voit avec les matières premières qui explosent, notamment le gaz. Ça fait exploser les engrais de commodité, et notamment les produits azotés pour les agriculteurs. Donc, ça a un impact direct sur leur PNL, sur leur compte de résultat. Donc, les agriculteurs vivent avec Dame Nature, vivent avec énormément d'éléments extérieurs. Et donc, plus ils sont connectés, plus ils ont d'informations à portée de main, plus ils sont en capacité de prendre des bonnes décisions. Donc, c'était les premiers utilisateurs du Minitel. Ils sont utilisateurs d'Internet depuis toujours. Ils ont des objets connectés dans leur ferme. Donc voilà, comment est-ce qu'ils arrivent à mutualiser les données qui viennent de l'extérieur, les données qui viennent de leur exploitation pour prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Parce que comme tous les chefs d'entreprise, notre métier, c'est de prendre un maximum de bonnes décisions. Mais de prendre des décisions. L'agriculteur, il prend une dizaine de décisions par jour, et toutes ces données-là, toute cette connectivité-là lui permet d'avoir ces données et de prendre de meilleures décisions au meilleur moment. Est-ce que par rapport à ça, on peut considérer que les agriculteurs seront parmi les premiers utilisateurs de la 5G, par exemple, dont l'adoption est assez lente en France? Est-ce que justement, ça peut être une aubaine pour les agriculteurs et pour ceux qui la proposent aussi? Clairement, on a encore quelques zones blanches non couvertes par... la DSL notamment. Enfin, la DSL est arrivée en 2014-2015 à travers la France, en tout cas dans sa ruralité. On a eu une belle couverture, et c'est aussi la naissance d'Agriconomie. C'est quand mon associé, la joke de mon associé, c'est de dire que son enfance parfois était difficile parce qu'il pouvait pas regarder de porno chez lui, quoi. La connectivité était pas assez bonne. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le sujet. On a quand même une bonne partie des agriculteurs qui ont une bonne connexion, même si on a encore des zones blanches, même si on a encore beaucoup d'internet satellitaire parce qu'on n'a pas les bonnes connectivités, les bons tuyaux partout, mais ça progresse. Donc oui, tout ce qui peut amener plus de connectivité dans les fermes est le bienvenu. Et justement, quels sont encore les domaines dans lesquels il faut encore numériser le métier? Où est-ce que ça pêche encore? Parce qu'on a les drones, on a vu apparaître les drones, on a vu apparaître du software, on a vu plein de choses qui aident justement l'agriculteur dans des tracteurs autonomes. Les tracteurs autonomes, ce genre de choses. Ouais. C'est quoi le next step finalement numérique, si je puis dire, du métier? Je dirais la formation. Et la formation des agriculteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de produits, on a beaucoup de services qui peuvent aider les agriculteurs. Maintenant, c'est l'adoption qu'il va falloir travailler. Et je pense que ça vient aussi par la formation qu'on donne aux agricultrices et aux agriculteurs de demain. Donc on a de très très belles formations en France notamment, qui ont déjà intégré tous les sujets numériques. Mais il y a encore du boulot à faire, notamment sur la génération d'entre-deux. Parce que là, on a les baby-boomers qui partent à la retraite, avec toute une génération d'entrepreneurs et d'agriculteurs comme nous, qui ont une trentaine d'années, qui vont reprendre l'exploitation et qui sont digital native. Mais on a tout un pan de la population agricole qui a entre 50 et 65 ans, qui sont là encore pour des dizaines d'années, et qu'on a besoin de former
à tous les nouveaux outils qui peuvent les aider au quotidien. Ouais, Mais si je dois redresser les principales activités numériques, tu as la robotique qui explose, et Macron en parlait tout à l'heure sur le plan 2030. On a tous les services. Alors là, il y a des plateformes comme Agriconomie, des plateformes de financement comme Mimosa, un mix entre des plateformes et des objets connectés comme Winat. C'est des capteurs que vous mettez dans vos champs qui vont capter une multitude d'informations et qui sont associés à une plateforme qui va aussi récupérer des données extérieures pour devenir un copilote de l'agriculteur. Vous avez des innovations industrielles comme Insect, avec toutes les nouvelles formes de protéines. Vous avez l'agriculture verticale, vous savez, ça fleurit en ce moment. On a vraiment beaucoup d'innovations. Et là, ce qu'il faut, je pense, pour passer l'étape d'après, c'est le financement. Un des gros sujets qui va structurer les innovations agricoles, l'agritech, dans les futures années, qui permettra à la France de garder une position de leader, c'est le financement. Est-ce que 2 milliards, c'est assez? C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron le 12 octobre, 2 milliards pour financer, pour accélérer un peu la transformation numérique du secteur agricole en France. Est-ce que c'est assez? Est-ce que les secteurs choisis sont la robotique, le numérique et la génétique? Est-ce que c'est les bonnes thématiques? Bon, là, avec ça, il couvre une bonne partie du spectre agricole. Donc oui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'État, il va amorcer la pompe. Il l'a annoncé avec la création de la French Agritech associée à la ferme digitale, avec 200 millions qui seront injectés sur 5 ans pour créer l'écosystème Agritech. Là, on a Macron qui annonce aussi cette venue de 2 milliards pour structurer. Il faut que ça soit l'amorce pour que des fonds privés aussi se mettent à investir dans notre secteur. Et je rêve d'un fonds d'investissement qui soit potentiellement tenu par des agriculteurs aussi. On a plein de fonds agritech qui poussent à travers le monde et notamment en France. On a des fonds généralistes qui se mettent à investir dans l'agricole. Donc voilà, j'espère que ces 2 milliards vont pousser les fonds extérieurs à venir investir en France et à venir investir dans le secteur agricole. Il est notamment question d'écologie, d'agriculture durable. Est-ce que vous participez à cet effort-là? Et est-ce que l'agtech en tant que tel est orienté vers cette économie durable? Totalement. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Les entreprises qui n'intègrent pas ce sujet environnemental, durabilité de notre secteur et de notre planète Terre vont dans le mur. On n'a plus le choix. Et quand vous regardez même les grands groupes industriels du secteur, qui étaient les plus gros producteurs de produits de protection des plantes, de produits phytosanitaires, se mettent à investir massivement dans le bio, dans les biostimulants, dans les semences. Donc on a un marché qui switch parce qu'on a une population mondiale qui veut se nourrir. Il faut répondre aux enjeux. Il faut nourrir plus de gens, plus sainement, en protégeant notre planète. Et c'est un peu, donc je retire ma casquette 2 minutes d'agriconomie et je mets celle de la ferme digitale, qui est une association qui fédère... Que vous avez fondée... que j'ai cofondée en 2005, et donc j'ai été le président pendant un peu plus de 5 ans. 2005 L'objectif, comment 2005 ou 2015, pardon, ouais. j'ai mal parlé, excuse-moi. 2015, donc j'ai présidé pendant 5 ans et demi. L'objectif de cette association, qui fédère les principales startups, c'est de favoriser et de promouvoir l'innovation numérique pour une agriculture plus performante économiquement, en premier lieu, mais également sur tous les pans environnementaux. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans ces deux objectifs. Une agriculture plus durable pour le métier d'agriculteur, notamment en France, avec la diversité de ces agricultures, et plus durable pour notre planète et pour notre sol. Et une agriculture plus citoyenne, donc qui rapproche le consommateur du producteur, qui rapproche l'urbain du rural, qui rapproche l'agriculteur de nous tous avec nos assiettes. C'est ça l'objectif de cette association. Donc, pour finir sur ta question, oui, la grande majorité et même presque toutes les startups doivent aujourd'hui répondre à cet enjeu, qui est un enjeu majeur. Et si je peux continuer et étirer un peu la pelote et prendre un peu de hauteur un peu plus macro, on a des enjeux colossaux face à nous, on a des défis qu'on fait face, l'homme en général avec un grand H, sont des enjeux énergétiques. Comment est-ce qu'on va réussir à
à délocaliser, à avoir une énergie plus verte, plus locale un peu partout? Comment est-ce qu'on va réussir à nourrir 10 milliards de personnes plus sainement? Comment est-ce qu'on va réussir à approvisionner de l'eau douce à tout le monde? Comment est-ce qu'on va répondre à tous les enjeux environnementaux et climatiques qui sont en train de ravager notre planète? Mais tous ces défis-là, qui sont des défis majeurs pour l'humanité, peuvent être adressés via le secteur agricole. L'agriculteur et les agricultrices à travers le monde seront les héros du XXIe siècle. Parce qu'ils sont au centre de tous ces défis. Je pourrais disserter sur chacun de ces points-là. L'agriculteur et les agricultrices peuvent répondre et peuvent solutionner tous ces sujets. Et du coup, via Agriconomie, quand vous vendez des produits, des engrais chimiques, des produits phytosanitaires chimiques, est-ce que finalement, est-ce que vous avez un rôle de conseil auprès des clients pour leur dire, voilà, on peut aussi proposer des choses un peu plus inscrites dans l'air du temps et de l'écologie, quoi? Alors nous, déjà, on respecte les lois européennes, les lois françaises, donc tout ce qu'on nous autorise à vendre, on le vend. Maintenant, on a un vrai sujet. On a des équipes, nous, qui sont de plus en plus portées sur notamment les produits bio, les produits pour agriculture raisonnée. Donc, on adresse aussi ce marché, évidemment. On est des très gros vendeurs de semences bio. Ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires en pourcentage? Je dirais 10-15%, mais ça fait que grossir. Ça fait que grossir. C'est un marché, t'as à peu près 10% des surfaces agricoles qui étaient en bio l'année dernière, 11%, il me semble. Ça fait que croître. Donc, ça augmente de 30, 40, 50% par an. La Commission européenne parle de 30% de la SASU, de la surface agricole utile exploitable à l'échelle européenne. Je pense qu'on sera plus autour de 20-25%. Mais je ne pense pas qu'il faille diviser les types d'agriculture. Il y a de l'agriculture conventionnelle, il y a de l'agriculture raisonnée, il y a de l'agriculture bio, il y a de la permaculture, etc. On a besoin d'avoir cette diversité des agricultures, notamment en France. On se rend bien compte avec la crise du Covid qu'on aime bien avoir quand même une souveraineté alimentaire assez forte. Donc on doit garder cette diversité. Maintenant, si on veut, demain, comme j'entends parfois les bien-pensants bobos parisiens me dire il faudrait faire que du bio, oh là là, une exploitation avec plus de 50 vaches, on ne devrait pas, comment ça, il y a une ferme de 300 hectares qui fait du blé? On a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc moi, je suis pour les diversités des agricultures. Je pense juste qu'on a un sujet quand même en Europe, c'est qu'à un moment, on a des exploitations qui sont sur des positionnements qui créent moins de valeur et qui peuvent plus faire face à une internationalisation des agricultures. Quand vous faites 40 hectares de blé, il y a 50 ans, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, comment vous voulez avoir une exploitation rentable quand vous faites 40 hectares de blé, quand vous avez un agriculteur roumain qui en exploite 3000, un Ukrainien qui en a 5000 et un Russe qui en a 80 000. Donc à un moment, il va falloir aussi choisir. Et je pense que demain, on va avoir, en France en tous les cas, une agriculture qui sera plus industrielle, plus sur le volume, sur de la commodité, et des fermes qui vont grossir. Donc des fermes qui feront, là aujourd'hui, 400-500 hectares, c'est une grosse ferme. Je pense que dans 10 ans, ce sera des fermes moyennes. Et ça passe forcément par l'innovation technologique ça passe par, je pense que oui, clairement, la performance agronomique, économique des fermes passera en grande partie par toutes les innovations technologiques qu'on peut apporter aux fermes. Donc tu auras des très grosses fermes ou des élevages avec beaucoup d'animaux, et tu auras de l'autre côté des agriculteurs qui prendront des stratégies inverses, qui sont sur des productions beaucoup plus locales, beaucoup plus nichées, qui feront du circuit court, de la vente directe, des produits ancestraux, de la cueillette à la ferme, etc. Et je pense qu'on a besoin de ces deux types d'agriculture aujourd'hui. Et dire en France, on veut qu'un type d'agriculture, on veut que du bio, que du conventionnel, que du direct, que du machin, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que la force de la France et sa résilience, c'est la diversité de ses agricultures. Il ne faut pas qu'on perde ça. Et en termes de blockchain, par exemple, qu'est-ce que ça peut apporter à l'agriculture du futur ou même d'aujourd'hui, notamment en termes de traçabilité des produits qui prend une place de plus en plus importante aujourd'hui? Super question. La blockchain et toute cette traçabilité devient extrêmement important dans le secteur parce qu'on veut comprendre de la fourche à la fourchette ce qui s'est passé. Le consommateur veut connaître
la provenance de ces produits, ce qui a été utilisé, etc. Et même les grands groupes, Danone, Nestlé, veulent savoir ce qu'ont mis leurs éleveurs à semer, comment est-ce qu'ils ont traité leur fourrage, quel type de donc il faut avoir cette transparence et il faut avoir cette traçabilité qui est complexe. Mais on a de très belles boîtes en France comme Connecting Food qui travaillent sur ces enjeux de blockchain pour vraiment avoir une bonne compréhension du manufacturier qui va travailler le produit que vous allez mettre dans votre champ ou le semencier qui va créer la semence jusqu'à notre plat cuisiné, un poulet moutarde, je sais pas quoi, qu'on va acheter dans je sais pas quel magasin. Donc on va avoir cette traçabilité qui va de plus en plus être importante pour le consommateur, mais aussi pour tous les industriels qui veulent savoir ce qu'ils achètent et ce qu'ils transforment. Entendu. Merci Paul. Merci à vous. Merci Marco. Merci. Merci Karl, et à la semaine prochaine. Merci Karl.